Bonjour à tous et bienvenue dans l'art de briller. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à la naissance de ma fille, à mon postpartum. Et donc, typiquement, aujourd'hui, on va vraiment parler de ce postpartum. Pour rappel, le postpartum, si jamais vous n'avez pas encore d'enfant, c'est la période qui suit l'accouchement. Donc, toutes les semaines et les mois, on dit souvent même que le postpartum dure 3 ans, où en fait, la mère est en train de naître, la relation en tant que mère avec son enfant, le lien qui se tisse avec lui, et aussi comment le coparent vient aussi s'intégrer à tout ça. Ça parle aussi évidemment de tous les changements physiques, le ventre qui disparaît suite à la naissance, toutes les choses qui peuvent se passer aussi au niveau plus entre guillemets gynécologique, et tout ce qui va être aussi mentale et les modifications mentales qui s'opèrent après la naissance d'un enfant, parce que oui, on sait aujourd'hui que vraiment le cerveau de la femme change définitivement et de façon intense à la naissance d'un enfant, ce qui fait des fois que on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, que on a adoré notre travail et puis que tout à coup en fait on a Dieu que pour notre enfant et on a beaucoup de mal à y retourner, et ce qui nous rend aussi assez vulnérables, notamment à la dépression du postpartum. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est donc comment est-ce que je vis pour le moment ce deuxième postpartum, parce que j'ai conscience que, donc là ma fille va avoir 1 mois d'ici quelques jours, donc que j'ai pas encore assez énormément de recul par rapport à ça évidemment, mais c'était pour à la fois vous dire ce que je remarque par rapport, si je compare à mon premier, donc à la naissance de à ce qui s'est passé après la naissance de mon fils en 2020, où comme vous le savez maintenant, ça a été assez compliqué pour moi. Donc qu'est-ce qui est différent aujourd'hui, et aussi les leçons que je peux en tirer. Et dernière chose, je vous ai fait aussi une petite partie sur là où j'ai encore du mal, là où c'est encore compliqué, parce que je veux pas vous mentir et vous dire que tout est facile tous les jours, que tout, que je suis quelqu'un de parfait, tout roule et tout coule sur moi. Non, non, il y a aussi des fois où c'est la galère, et donc je vous en reparlerai aussi. Voilà, bon, je vous propose de commencer, si vous êtes OK. Donc, comme la dernière fois, j'ai ma fille qui est en train de faire sa meilleure sieste sur moi, donc vous allez peut-être l'entendre un petit peu. Donc désolée si ça n'est pas parfait en termes d'écoute. En tout cas, l'essentiel sera là, le contenu, et j'espère que ça vous gêne pas trop. Et on fait ce qu'on peut, hein. Alors, comment je vis ce deuxième postpartum, rentrant dans le vif du sujet? Ce que je remarque déjà par rapport au premier, ou juste tout simplement, la chose qui m'a le plus frappée, je pense, c'est à quel point les émotions sont décuplées durant les jours qui suivent la naissance d'un enfant. Notamment parce que euh, pour autant mon conjoint que pour moi, on vit en fait un bonheur immense. On voit cet amour qui grandit chaque jour pour son enfant. C'est beau, on a envie, on est vraiment dans une bulle de bonheur et d'amour. Et du coup, on est un peu en décalage par rapport au reste du monde. Et ça fait en sorte aussi que, peut-être mêlé aussi à la fatigue ou je ne sais pas, mais on peut être plus sensible qu'avant. Et donc voilà, je me suis retrouvée à avoir les larmes aux yeux pour telle ou telle raison. Et ce qui est drôle, c'est que mon conjoint aussi, qui est assez sensible, hein, on est tous les deux cancers, donc on est quand même assez sensible. Mais voilà, quand il voit une situation où c'est un papa qui est avec sa fille, en fait, il fait un transfert par rapport à ça, ou j'en sais rien, mais du moins, ça le touche beaucoup, et donc il peut en avoir les larmes aux yeux, alors qu'avant, il n'en avait peut-être rien à cirer. Pleurer devant un dessin animé parce qu'il y a une scène un peu touchante. Alors, le dessin animé en question, c'est Bluey, c'est quand même pas n'importe lequel. Il y a souvent des petits discours, des petites leçons philosophiques dans ce dessin animé-là. Donc voilà, pour les parents qui connaîtront. Euh, du coup, ce que j'ai vécu, donc moi je me suis dit, tiens, le baby blues, ça va aller. Je l'ai pas trop ressenti en fait dans les premiers jours, enfin à la maternité surtout. Et en fait, mon premier
donc à la naissance de mon fils, quand je suis sortie de la maternité, je me suis mis vraiment à pleurer en me disant quel soulagement, je rentre chez moi. J'étais trop contente, notamment parce que voilà, c'était le confinement, j'étais séparée du papa durant cette période, donc ça avait été un peu compliqué. Et donc là, vu que ça ne s'est pas passé comme ça, quand je suis rentrée à la maison, je pleurais pas spécialement, je me sentais heureuse, joyeuse, tout allait bien. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, j'aurai pas de baby blues. Gros mensonge. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lundi, j'ai récupéré mon fils, ça a été une journée assez intense, avec des visites, avec les premiers moments avec lui. Et en fait, j'ai eu la chute d'hormones vraiment le soir, tard, tout le monde était couché. Et là, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps je me suis mise sur le balcon et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je savais même pas pourquoi. Tout était triste tout à coup. Ma vie était tout à coup très triste. C'est vraiment une crise de larmes qui arrive sans raison. C'est tout à fait, physiologique à ce stade-là. Et c'est ok si jamais vous allez avoir un enfant, ça va vous arriver peut-être. Et voilà, ça veut pas dire que vous faites une dépression. C'est une phase vraiment où voilà, il y a la chute d'hormones et c'est normal, mais ça cesse normalement rapidement. Et donc c'est censé cesser rapidement. Mais du coup, voilà, il y a eu vraiment tout un ribambelle d'émotions à ce moment-là. Et donc vraiment, une des choses qui m'a le plus touchée, là, dans les premières semaines, les premiers jours, c'est à quel point ces émotions sont intenses, sont décuplées, qu'il y a à la fois des larmes de joie, de la joie et juste de la gratitude aussi sur des moments hyper simples, de regarder ce qui se passe, de dire waouh, j'adore ça, je suis heureuse, voilà, de juste voir ma famille, de juste euh, savoir que on a un bébé en bonne santé, qu'on a aussi un autre grand enfant, et d'apprécier ces instants-là en fait. Deuxième chose qui va un petit peu dans le même ordre d'idée finalement, et dont j'avais peut-être déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est que globalement, ce que je remarque aussi, c'est que la vie est beaucoup plus spontanée. Et donc dans cette spontanéité où, encore une fois, c'est lié à ce fait d'être un peu dans une bulle qui est très très douce en fait. Et voilà, il y a beaucoup de douceur dans cette vie avec un enfant tout petit. Puis les gens nous interpellent et à chaque fois nous disent ah profitez, ça passe vite. Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle, etc. Enfin tout est positif. Les gens viennent te voir et tout est autour de cette naissance. On célèbre ça, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de douceur et beaucoup d'amour qui nous entoure à ce moment-là. Et donc, euh, ça rend la vie beaucoup plus simple aussi, parce que c'est aussi spontané. On a du mal à prévoir les choses, ça je vous le disais, mais on se contente de pas grand-chose et on a des beaux moments en fait dans quelque chose de très simple. Même si c'est rester à la maison toute la journée, on arrive à trouver du beau là-dedans. Et dans ce monde où on veut toujours en faire plus, en voir plus, tout vivre, tout expérimenter, et qu'on est un peu noyé sous plein d'informations, plein de choses à faire, plein de gens à voir, cette période où on ralentit un peu le rythme, ça a du bon aussi, et c'est très appréciable. Globalement, deuxième partie, qu'est-ce qui est différent pour ce deuxième postpartum par rapport au premier? Alors, la chose numéro un, c'est clairement qu'il y a plus de confiance. Quand j'étais toute jeune maman de mon fils, je me posais énormément de questions et j'écoutais beaucoup les autres. En fait, on fait beaucoup de remarques aux jeunes parents sur il faut que ce soit comme ceci, il faut que ce soit comme cela. Et on a beaucoup de conseils aussi non sollicités. Et donc là, cette fois-ci, si on me dit quelque chose, j'arrive aussi à écouter mon intuition, écouter moi ce que je ressens et me faire confiance sur les choses. Je vous donne un exemple typique. On nous a dit, voilà, si vous passez votre enfant au biberon, les biberons c'est toutes les 3 heures. Ensuite, il faut augmenter les rations de 10 minutes par jour, etc. Et en fait, notre fille ne prenait pas spécialement les rations qui étaient liées à son stade de développement, à son âge. Et les biberons toutes les 3 heures, c'était impossible à tenir. Au début, elle prenait un peu moins, mais toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, voire parfois toutes les heures dans certaines périodes. Et c'est ok. Et en fait, voilà, je le disais aussi la dernière fois, mais quand on fait confiance à son enfant et quand on se fait confiance, dire ok, je sais faire et je fais bien et tout va bien en fait, elle prend du poids, etc. C'est aussi rassurant et ça rend les choses plus faciles de moins se poser de questions.
Et c'est la même chose du coup par rapport aux pleurs notamment. Quand elle pleure aujourd'hui, j'arrive à identifier que c'est peut-être parce qu'elle a faim, que c'est parce qu'il faut changer sa couche, que c'est parce qu'elle est inconfortable. Et j'ai plein de solutions à proposer. Il n'y a encore aucun jour aujourd'hui où je me suis dit, tiens, là, je sais plus quoi faire. Là, je sais pas ce qu'elle a et je trouve pas la solution et je ne sais pas quoi faire. Donc, on reste aussi plus zen. Voilà, on n'a pas du tout cette peur de se sentir. En fait, on se sent beaucoup moins désemparé. Et c'est vraiment un sentiment qui m'avait suivi beaucoup pour mon fils, notamment parce qu'il avait des douleurs, etc. Mais où je me sentais impuissante. Et là, ça arrive pas. C'est très rassurant et ça rend les choses beaucoup plus faciles aussi, forcément. Euh, Par rapport à l'allaitement aussi, par exemple. Voilà, globalement, je sais quoi faire et donc c'est très rassurant de se dire j'ai les clés, je sais comment ça fonctionne. Et donc pour mon conjoint, dont c'est le premier enfant, il y a aussi ce truc-là où il se dit ok, elle sait faire. Donc ça me rassure aussi. Alors même lui, il n'est pas stressé de base, mais quand c'est difficile, quand il sait pas quoi faire, il sait qu'il peut se reposer entre guillemets sur moi et que j'aurai peut-être une solution à proposer. Euh, Autre chose aussi, on sait maintenant, avec un deuxième enfant, à quel point le temps passe vite. Et du coup, même quand c'est dur, même quand le soir il y a des pleurs de décharge, même dans ces moments-là de difficulté où là pour le coup, dans les pleurs de décharge, c'est vraiment un moment où elle va pleurer pendant 10, 20 minutes, peut-être pas d'affilée, mais s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre, où en fait, bah, elle a juste besoin d'être accompagnée, qu'on lui fasse des câlins, de mettre une musique un peu calme, et toi, de rester calme surtout pour, ok, que ça passe le plus rapidement possible. J'ai entendu un truc là-dessus qui était très intéressant, c'était les pleurs de décharge. En fait, ton but en tant que parent, c'est pas de les calmer, c'est pas de faire en sorte qu'elle arrête, mais c'est de l'accompagner là-dedans. Et quand tu comprends ça, c'est beaucoup plus simple du coup voilà, tu l'accompagnes en fait, t'es là pour l'accompagner, t'es pas là pour qu'elle arrête de pleurer. Et donc, même quand c'est difficile, même dans ces moments-là où elle pleure, elle pleure, elle pleure, et que t'as pas trop de solutions, je me dis, ça finira par passer. Et donc, j'essaye de mettre de la conscience là-dessus. J'essaye de, entre guillemets, profiter de cet instant présent, malgré le fait qu'il ne soit pas très Instagrammable, parce que je me dis, elle va grandir, ça va passer. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très différent, parce que maintenant, je sais vraiment à quel point ça peut passer vite, et que tous ces instants-là sont précieux, vraiment. Troisième chose, du coup, par rapport à, voilà, si je compare entre le premier et le deuxième postpartum, maintenant, je sais que j'accepte de l'aide, vraiment. Alors, on vit dans une société où on est né pour être mère, du moins c'est ce qu'on entend toute notre vie. On nous donne des bébés à pouponner notre plus tendre enfance et on est censé savoir faire. Alors que, bah, en fait, c'est pas du tout inné d'accueillir un enfant, de savoir ce dont il a besoin. Et pour mon premier, j'avais ce truc un peu d'ego de me dire non, mais je suis censée faire, j'ai pas envie d'avouer en fait que j'y arrive pas, donc je vais pas demander de l'aide à mes proches, etc. Alors que aujourd'hui, vraiment, une des choses de ce postpartum, c'est que j'accepte de l'aide. Et c'est pas évident. C'est pas évident d'accepter de l'aide de ses proches pour telle ou telle raison. Voilà, est-ce que tu peux venir la garder? Est-ce que tu peux nous ramener un repas? Est-ce que machin? De demander ça, c'est pas évident parce que on a ce truc de se dire on est censé savoir faire. Malgré tout, des fois tu ravales ta fierté, tu dis ok, j'ai besoin d'aide en fait là, vraiment, je ressens que j'en ai besoin et c'est bien accueilli. Euh, je sais aujourd'hui que si demain j'ai envie de faire garder ma fille pour avoir un resto en amoureux, ben je pourrais le faire et je demanderai ce truc-là. Et il y a encore pire, c'est que du coup, on a fait appel à Fiona, du coup, qui est une amie à nous, qui vient chez nous et nous dit le premier chose qu'elle nous dit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez besoin que je vide le lave-vaisselle, que je plie le linge? Et c'est hyper délicat de dire, ben oui, en fait, vas-y, fais ce genre de tâches-là, alors que voilà, comme si toi tu pouvais pas le faire, enfin tu ne peux pas forcément le faire d'ailleurs, mais d'accepter cette aide-là, c'est pas évident. Mais ce qui est pire, c'est que
entre guillemets, hein. Moi, ce qui a été le plus difficile à vivre pour moi en tout cas, c'est qu'on a fait appel du coup à l'association Super Maman qui accompagne les mamans en postpartum et qui du coup c'est des bénévoles qui viennent apporter un repas, apporter du soutien, de la discussion et potentiellement faire aussi quelques tâches ménagères dans la maison pour des mamans qui viennent d'accoucher. Et donc là, c'est une inconnue qui a pris le temps de cuisiner pour toi en fonction de tes préférences alimentaires ou de ton régime particulier, qui a fait de la route pour venir te voir toi, t'apporter à manger, le glisser dans ton frigo, et alors que cette personne, tu ne la connais pas du tout et que tu ne la verras peut-être plus jamais. Et honnêtement, ça rend très mal à l'aise de recevoir de l'aide d'un inconnu qui a cuisiné pour nous et pris du temps pour nous. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez l'émission Nu et culotté où il y a beaucoup d'humains et finalement ça c'est pareil, c'est un échange hyper humain de l'entraide. Et en fait, ce truc d'entraide est tellement dépassé aujourd'hui dans notre société qui est de plus en plus individualiste finalement. On n'ose pas demander de l'aide et on a du mal à accepter de l'aide. Encore plus, autant de notre famille, ça va, de nos proches, mais encore plus de la part d'inconnus. Et ça nous viendrait pas forcément à l'idée, je sais pas, d'aller sonner chez le voisin aujourd'hui pour dire écoutez, ma fille elle pleure depuis une demi-heure, je sais plus quoi faire, est-ce que vous pouvez pas juste la prendre 5 minutes dans vos bras pour que je puisse souffler. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on a du mal à faire. Et donc cette association a cela de magnifique, de rajouter un peu d'humanité et d'entraide dans notre vie actuelle, qui en compte pas beaucoup. Mais voilà, ça passe par des choses un peu inconfortables, et c'est ok que ce soit inconfortable, mais ça m'empêche pas d'oser demander, et je suis quand même très contente d'avoir eu cette démarche de faire appel à l'association. Et accepter de l'aide, c'est aussi accepter de l'aide de son conjoint. Et j'avoue que je me suis beaucoup reposée sur lui ces dernières semaines, ces derniers jours. Et comme tous les hommes, ils vont vous dire mais si j'ai pas fait ça, c'est parce que tu me l'as pas demandé. Donc aujourd'hui, j'avoue que je lui demande de faire les choses, de dire écoute là, est-ce que tu peux faire le bibi? Est-ce que tu peux plier le linge? Est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Est-ce que tu peux faire ceci ou cela? Parce que clairement moi je ne peux pas ou je ne le ressens pas. Notamment dans les premiers jours, je l'ai beaucoup sollicité pour sortir le chien, notamment parce que moi je me sentais pas de marcher euh, autant pour sortir le chien. Et donc il l'a fait voilà, avec plaisir, ou je sais pas, mais en tout cas il l'a fait. Et j'ai la chance d'avoir quand même une personne qui est présente, qui me soutient, avec qui je peux discuter, de dire en fait là j'ai plus assez d'énergie, je vais pas y arriver, voilà, pour aujourd'hui c'est pas possible, est-ce que tu peux prendre le relais? Et qu'il accepte parce que je sais que il y a peut-être mieux, il y a peut-être des gens qui le font spontanément, mais en tout cas il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, et c'est un peu ce que j'ai pu vivre aussi dans mon premier postpartum, euh, où j'ai dû encaisser beaucoup et prendre beaucoup sur moi. Donc là c'est différent et ça c'est chouette. Et autre chose aussi qui est différente, c'est l'idée globalement, et ça c'est un petit peu en lien quand même, c'est l'idée de remplir sa coupe. Remplir sa coupe, c'est-à-dire que quand tu t'occupes d'un nouveau-né ou même d'un autre enfant à côté, ou de ton conjoint, enfin tu t'occupes pas de ton conjoint, mais dans le sens où tu partages des choses et tu échanges avec ton conjoint, tu vis avec lui, il y a besoin que tu aies de l'énergie à lui donner. Si tu lui accordes l'attention, c'est forcément que tu as un peu d'énergie à lui donner, même si c'est juste pour animer une discussion. Et pareil, du coup, pour ton enfant, ça te prend beaucoup d'énergie de t'en occuper, qu'il ait 5 ans ou qu'il ait quelques jours, pour avoir les deux à la maison. Et donc, tu as besoin, toi, de remplir ta coupe. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas assez mis en avant dans mon premier postpartum, je pense, où là, en fait, j'essaye de prendre, même si c'est 5 minutes par jour, pour moi, pour me préparer, me maquiller, voir, voilà, sortir seule, sortir avec un podcast, sortir le chien, parce que là, sur ce coup-là, ça m'aide à être dans le silence, à me recentrer sur moi, à profiter du moment présent. Et il y a plein de choses comme ça où
ça m'est arrivé par exemple les premiers jours de partir seule dans la chambre pour faire la sieste et de quand je me réveillais finalement, ne pas de suite en profiter pour rejoindre la maison et tout ce brouhaha d'enfants qui vit là-dedans, mais laisser un peu plus de temps mon conjoint qui gère et moi profiter pour lire quelques pages d'un livre, même un chapitre. Et c'est des choses en fait qui vraiment me ressourcent et me permettent d'être plus patiente, plus apaisée, voilà, moins irritable on va dire. Et donc voilà, de savoir en fait euh, prendre ce temps, que ça soit même 5 minutes, pour faire quelque chose qui me fait du bien et qui contribue à me ressourcer. Et par rapport à ça, finalement, ça va au-delà de juste passer le relais à quelqu'un. C'est avant tout savoir identifier ses besoins. Et ça, c'est pas évident des fois, de savoir, de dire de quoi j'ai besoin là maintenant, et à la fois de savoir l'identifier et à la fois savoir l'exprimer à l'autre, de dire là en fait, je suis crevée, je ne peux pas faire ça. Ou là, je me sens pas bien, j'ai besoin de ça. Et en plus que l'autre accueille ça et le respecte et que ça tombe pas au même moment que l'autre a des besoins et dire mais là en fait je ne peux plus voir ma fille, c'est bon, elle a trop pleuré ou je suis trop fatiguée, prends le relais et donc que ça soit pas les deux en même temps qui ressentent ça. Euh, voilà, donc globalement il y a ça qui est très différent et où je pense aussi en vieillissant au fil des années, il y a un truc que je faisais beaucoup moins dans ma vie, c'était porter les gens sur mes épaules. Aujourd'hui, je refuse de faire ça. J'en ai marre de porter les gens sur mes épaules. Et donc, j'essaye de me prioriser un peu plus de façon globale dans ma vie de tous les jours. Et donc, je pense que c'est un effet de ça, de savoir un peu mieux exprimer ce dont j'ai besoin. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose que la thérapie m'a aidé à faire, celle que j'ai faite l'année dernière. Donc voilà, si jamais vous êtes du genre à tout porter sur vos épaules, à encaisser les choses et à ne jamais dire non, et du coup vous retrouvez épuisé et donc finalement irritable ou en colère contre la terre entière à ce moment-là, ben peut-être que le fait d'en parler et d'oser identifier vos besoins et les exprimer, ça peut vous aider sur cette voie. Globalement, peut-être qu'une thérapie peut vous aider, mais je pense que c'est toujours bénéfique de faire une thérapie dans tous les cas. Et dernière chose dans ce chapitre des choses qui sont différentes, c'est ma vision du couple parce que comment dire, j'ai déjà vécu des choses comme ça et notamment en fait au quotidien avant d'avoir ma fille avec mon conjoint, c'est quand même le beau papa de mon fils. Depuis 3 ans, on vit ensemble. Et donc, on a déjà ce truc de parent d'un enfant, enfin cette vision des choses. On est un couple parental une semaine sur deux qui nous occupons d'un enfant. Et donc, où on a ce truc-là où on a besoin de faire équipe et de savoir prendre le relais, etc. Et du coup, là, quand la petite est née, je savais d'un côté que ça n'allait pas être comme avant. Voilà, c'est vrai que on parle beaucoup bébé, la vie tourne autour d'elle, mais il y a un truc qui est très différent, c'est que bah je suis pas surprise parce que j'ai déjà vécu ça une fois dans ma vie, et deux, je suis heureuse de vivre ça parce que c'est avec lui et c'est une période de notre vie finalement où on sait que c'est passager. J'ai déjà fait plein de choses dans ma vie et dans notre couple, on a fait plein d'étapes. Voilà, on est partis en voyage tous les deux. On a eu cette période où on a pu s'éclater ensemble que tous les deux. Aujourd'hui, on en est au stade où on voulait une famille et on sait qu'avoir une famille, ça implique des compromis, que ça implique d'avoir peut-être moins de temps pendant quelques mois pour nous deux. Et donc, on sait que c'est une période, c'est juste une période. Et donc, vu que ça va s'arrêter, que c'est passager, qu'un jour on aura encore à nouveau plus de temps pour nous deux, ben, j'essaye au maximum de profiter. Et ça passe aussi par le fait d'essayer de, entre guillemets, préserver la relation et d'attraper les moindres moments qu'on peut avoir ensemble ou les moindres petites choses positives qu'on peut faire
pour alimenter notre relation de couple au-delà de ça. Donc ça va être notamment, déjà ne pas être dans le reproche, ne pas être dans le reproche, dire ouais, t'as pas mis le body comme il faut, etc. Ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Mais voilà, c'est des choses qui contribuent à mettre des choses négatives dans ce couple, alors que dans cette relation, alors que c'est pas nécessaire. Alors je dis pas que ça marche à chaque fois, hein, on s'en met des fois plein la tête, hein, mais mettre de la conscience là-dedans, se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de lui dire que le body il est mis à l'envers? Honnêtement, pas forcément. Et globalement, essayer de le valoriser aussi, de le remercier. Voilà, moi je sais que c'est un truc qu'on fait souvent, c'est à la fin de la journée, quand on est tous les deux au lit, que la petite est couchée, que tout le monde est endormi, on se regarde, on se dit merci en fait, merci de faire ça avec moi, merci voilà d'être là tout simplement, merci parce que on s'est déjà dit ça, aujourd'hui pour moi ça a été une journée difficile, je me suis sentie en colère et merci d'avoir pas forcément tenu compte de ça et d'avoir voilà pas toi aussi pété un plomb parce que ça aurait été compliqué, donc merci d'avoir accueilli cette émotion que j'avais. Voilà, des choses comme ça. Euh, et globalement, se dire juste qu'on s'aime, se prendre en photo les uns et les autres quand on s'occupe de la petite, etc. Parce que c'est des moments qui vont pas rester toute notre vie. On sera content d'avoir ces souvenirs bientôt. Et voilà, en gros, l'idée, c'est de faire équipe, peu importe la forme que ça prend pour vous, mais juste d'avoir cette vision-là de dire on est là pour faire équipe ensemble. Et c'est pas toujours évident. Il y a des tensions dans une équipe des fois aussi, mais on a cette vision, en tout cas. Du coup, pour éviter de vous dire que je suis seulement une femme parfaite et qu'on a un couple parfait, parce que c'est loin d'être le cas honnêtement, je pense qu'il y a plus de moments où on se dispute et où on n'arrive pas à gérer notre colère et notre irritabilité due à la fatigue que de moments positifs et joyeux, hein. Surtout une semaine sur deux du coup, parce qu'il y a une semaine beaucoup plus difficile que l'autre, quand on a deux enfants au lieu d'un. Donc, je voulais vous dire aussi, voilà, là où j'ai eu du mal. Et donc, c'est totalement en lien avec ça. Euh, alors globalement, ma plus grande difficulté dans ce postpartum, finalement, c'est pas de gérer l'enfant numéro 2, c'est de gérer l'enfant numéro 1, le grand frère, parce que ce postpartum et la naissance tombent avec les vacances scolaires et la canicule. Ce qui fait que mon grand a besoin de se dépenser, il a besoin d'attention, et pendant les premiers jours, en fait, tout le monde venait voir sa petite sœur, apporter des cadeaux à sa sœur. On peut pas sortir comme d'habitude parce que surtout les premiers jours, il y avait la fatigue physique liée à l'accouchement. Il y avait la chaleur, il y avait le fait qu'un tout petit bébé ne peut pas aller partout non plus. Et donc, euh, ça a contribué à ce que moi, je me mette beaucoup de pression par rapport à ça. Et là, je le ressens vraiment comme ça, avec un peu plus de recul. C'est que euh, j'ai du mal à me dire que c'est qu'une période. Et je me le suis dit pourtant, j'essaie de me le répéter, c'est qu'une période. Si il va un peu moins au jardin, si, je sais pas, il regarde un peu plus la télé qu'avant, c'est ok, ça passe, enfin voilà, ce sera pas toute sa vie. Et j'ai du mal à faire ça. Honnêtement, je me rends compte que je me mets beaucoup de pression par rapport à lui. J'ai notamment un jour la semaine dernière où on s'est réveillé vers... Alors déjà, il se réveille à 6h30, nous on se réveille vers 9h, donc il passe globalement 2 heures devant la télé, voilà, parce qu'on finit notre nuit, nous, en attendant, et qu'il a cet âge où il est assez indépendant, il peut allumer la télé, clac, clac, et rester devant. Donc déjà, c'est une chance, mais d'un côté, c'est pas hyper positif pour lui. Et deuxième chose, du coup, on se réveille à 9h, voilà, et je lui avais dit, écoute, ce matin, j'aimerais bien qu'on aille au jardin, allez, on va se préparer, tout ça, machin. Et en fait, une chose en entraîne une autre, la vie est beaucoup plus lente et pleine d'imprévus avec un nouveau-né. Donc, le temps qu'on se prépare tous, il était 11h. 11h, je sors dehors, il faisait une chaleur insoutenable, et là, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais on va pas sortir maintenant finalement, on sortira que ce soir. Donc évidemment, déception pour lui, qui a duré 5 minutes, il avait oublié 5 minutes plus tard, mais pour moi, je me suis dit, waouh, je suis vraiment une maman horrible, je lui ai promis ça, j'arrive pas à tenir ma promesse, et c'est compliqué. Et donc vraiment, je me suis mise à déprimer à partir de là, et mon conjoint qui a été adorable m'a dit, mais en fait, arrête de te mettre la pression, clairement, c'est pas grave et c'est ok, tu fais ce que tu peux, quoi. Voilà, en gros, on fait ce qu'on peut, mais il y a ce moment où des fois je me dis mais j'y arrive pas, je suis nulle, c'est pas juste pour lui, etc. Et donc voilà, clairement là où j'ai du mal, c'est que je me mets
plein de pression par rapport à lui, je suis très exigeante avec moi par rapport à lui, parce que je me dis, il a pas voulu ça, il n'a pas voulu une petite sœur, et il n'a pas à souffrir de son arrivée finalement, ou de... Voilà. Et ben, à un moment donné, c'est pas possible de tout, de jongler entre tout ça. Donc voilà. Et deuxième chose du coup qui est globalement un petit peu en lien et qui arrive du coup beaucoup quand mon grand est là, comme c'est un peu en lien, c'est-à-dire que lui, il se dépense pas comme d'habitude, il a besoin d'attention, donc il va être plus dans la demande, maman, 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 à faire du bruit, à jouer dans le salon, alors que normalement dans sa chambre il joue aussi très bien, à demander plein de choses, etc. Et donc ça fait un peu une surstimulation. Et donc moi qui suis hyper sensible à ce genre de choses-là notamment aussi, bah, j'ai l'impression d'avoir vraiment trop de choses dans ma tête, quoi. D'être stimulée de toutes parts et, ouais, voilà, d'être toujours un peu en état d'alerte, où on m'appelle, où il faut que je fasse quelque chose, ou machin, où il y a du bruit tout le temps et j'ai besoin de calme pour recharger mes batteries et de silence. Ce qui n'est pas possible quand tu vis avec un bébé et un enfant de 5 ans en même temps. Donc ça crée vraiment, pour moi, j'ai l'impression, du stress dans ma façon d'être, en fait, du stress euh, et de l'anxiété aussi, parce que de base, j'ai une personnalité assez anxieuse, donc ça crée ça. Et c'est pas... Enfin, du coup, à force, si j'arrive pas à prendre un moment pour décharger un peu tout ça, à contrebalancer ça, j'ai tendance à me mettre en colère, à vraiment plus rien supporter, à plus avoir envie qu'on me parle, à vraiment me sentir saturée en fait, saturée d'informations et de relations sociales et de tout ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Du coup, j'essaye d'intégrer un petit peu des exercices pour diminuer l'anxiété, pour relâcher un petit peu cette tension intérieure que je peux avoir. Ça peut être des choses très simples comme juste sortir dehors dans le silence, faire un peu de méditation, exercices de respiration. Je ne sais pas si vous connaissez le câlin papillon qui est juste une forme de, j'allais dire de FT, mais je ne sais pas vraiment si c'est lié à ça, mais en gros comment dire, un truc qui par le tapotement en fait du corps va permettre de stimuler peut-être le nerf vague, des choses comme ça, donc qui font du bien et qui harmonisent un petit peu le cerveau, voire simplement se balancer et voilà, juste agiter ses bras et ses jambes, enfin pas ses jambes, agiter ses bras et son corps pour relâcher un peu les tensions dans le corps. Des choses comme ça, voilà. C'est peut-être 2 minutes, ça fait pas tout, hein, c'est pas magique, mais c'est des choses que j'essaie d'intégrer parce que je me rends compte que euh, c'est vraiment ce qui me gêne le plus finalement, c'est pas la fatigue physique, c'est vraiment cette fatigue mentale et cette surstimulation que je n'arrive pas à gérer pour le moment. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je vous dirai peut-être si ça a changé d'ici quelques temps. Voilà pour là où j'ai des difficultés un peu plus dans mon postpartum et là où je me sens un peu plus en confiance, etc. Alors, dernière chose que je voulais vous dire, on est déjà à 32 minutes, je suis désolée, cet épisode est un petit peu long. Euh, les leçons que j'avais envie de partager avec vous pour ce postpartum qui vont peut-être vous parler si vous êtes vous-même dans la phase où vous venez d'accueillir un enfant ou pas, ou alors les jours où justement vos enfants, même s'ils ont 3, 4, 16 ans, sont difficiles, voire simplement peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez prendre pour votre vie de tous les jours de façon générale. Première leçon, c'est ça ne sera jamais parfait. Et on s'en demande vraiment beaucoup de façon générale, d'autant plus en tant que femme, encore une fois. On veut que la maison soit propre, qu'elle soit rangée, que le bébé soit changé, qu'il ait été nourri, que nous on soit prête, maquillée, sexy mais pas trop, que le frigo soit plein, que le lave-vaisselle soit vidé, que notre couple aille bien, qu'on le préserve. Mais en fait, on ne peut pas être partout. Et j'ai conscience cette fois-ci que c'est qu'une période, c'est juste passager et c'est quelque chose que je me répète, ça va passer. Que ce soit pour soi, par exemple, moi je rêve de faire du sport, je n'aime pas mon corps en ce moment, aujourd'hui qui a pris beaucoup de poids, je ne me retrouve pas dans ce corps-là, ça ne me ressemble pas on va dire parce que voilà, j'ai toujours été très fine et très sportive, mais
du coup, je sais que, ok, ça va passer. Et je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais il y a quelque chose qui m'a touchée l'autre fois, c'est mon chéri qui m'a dit, écoute, prends-le comme ton corps de transition. C'est ton corps de transition. Et c'est ok, il a donné cet enfant merveilleux, il a donné la vie, donc c'est ok d'être comme ça. Et je comprends que ce soit pas facile, mais c'est un corps de transition. C'est assez. Euh, voilà, moi ça m'a fait sourire et je trouve que c'est vrai si je le vois comme ça, dire ok, le prochain, enfin le corps, peut-être pas d'avant, mais mon corps que j'aime en tout cas reviendra. Et là c'est juste passager et c'est ok qu'il soit là celui-là. Et c'est la même chose pour le couple. Voilà. En fait, il faut se rappeler que faire grandir un bébé dans ses premières semaines, c'est vraiment un job à temps plein. On dort peu, ça prend beaucoup de temps, etc. Et la meilleure solution, je pense, c'est finalement de surfer sur la vague de ce postpartum et de cette difficulté et de cette nouveauté qui est le fait d'accueillir un enfant, plutôt que d'essayer d'y résister, plutôt que d'essayer d'avoir la vie d'avant. Parce que parfois ce sera possible d'avoir la vie d'avant, d'aller se faire un resto avec les copains, de les accueillir chez nous et de profiter de la soirée. Parfois, même souvent, ça ne le sera pas. Et en général, comme dans tout dans la vie, on a beaucoup plus de facilité à aller avec le flow, aller avec la vague, plutôt que d'essayer de résister et de... Voilà, parce que si tu essayes de résister à un tsunami à un moment donné, tu vas quand même être mouillé, quoi. Donc ça sert à rien, c'est pas très productif. L'idée, en fait, c'est vraiment d'accepter que notre rythme, il est plus lent, qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Voilà, il y a des fois aussi où on avait prévu et ça se passe pas comme on veut. Par exemple, bah, ce soir, on avait envie de passer un moment plus en couple parce que le grand est couché, donc on va regarder notre série préférée, on va essayer de manger ensemble, etc. Et c'est toujours là que le bébé est inconsolable, il se met à pleurer pendant des heures. Et ok, ça passera en fait, ça passera et ça passera même vite. Donc, globalement, vu qu'on ne se souviendra pas de ça dans tous les cas, c'est important de se dire c'est ok en fait, c'est ok, c'est qu'une période, ça va passer. Donc voilà, globalement, ça ne sera jamais parfait dans tous les cas, on peut pas trop s'en demander et en plus, ben, c'est juste passager, c'est ok. Si on fait pas tout ce qu'on avait prévu, c'est ok. Dans le même ordre d'idée du coup, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je me répète souvent, surtout dans cette période-là, c'est si tout le monde s'est senti aimé aujourd'hui, alors tu en as fait assez. Si tout le monde est propre, a bu, a mangé ou a été nourri à sa faim, si tout le monde est vivant et en bonne santé, alors ça suffit. Et il faut lâcher prise sur ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on aurait aimé, ce qui a été peut-être difficile. Voilà, les moments où on a crié, où on s'est mis en colère et où on regrette, c'est ok. Et donc, quand j'ai l'impression de galérer avec mon grand, notamment, euh, quand je me dis mince, je lui ai donné encore des nuggets et des frites parce que j'avais pas l'espace mental aujourd'hui pour négocier qu'il mange des haricots verts, quand j'ai l'impression voilà, de l'avoir frustré parce qu'on était allé au parc et qu'au final on n'y est pas allé à l'heure qu'on s'était dit, je vais le voir et je lui dis est-ce que tu te sens aimé? Et quand il me répond oui, je me dis ok, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Et donc je fais mon petit check-up comme ça le soir. Voilà, est-ce que mon conjoint s'est senti aimé? Est-ce que moi je me suis sentie aimée aussi? Ok, bon, c'est bon. Alors on peut continuer. Pour aujourd'hui, j'en aurais fait assez. Vivement demain. Troisième leçon que je retiens du coup de ce postpartum, c'est qu'on ne peut pas agir en totale égalité avec ses deux enfants. On se dit, et je pense, là vraiment c'est une des plus grandes sources de difficulté pour moi, parce qu'on parle de l'amour, évidemment de l'amour, enfin c'est même pas discutable, on aime ses enfants de la même façon, que ce soit l'un ou l'autre, enfin ça me l'avait dit, mais c'est vrai. J'avais aucune, pour moi, euh, peur de ne pas aimer ma fille comme j'aimais mon fils, clairement pas. Par contre, je culpabilise beaucoup de ne pas offrir le même temps à mon fils, notamment en ce moment. Et donc j'essaye de me rappeler que bah, ce temps-là, en fait, on l'a pris avec lui quand il était petit. Et j'essaye de faire de mon mieux. Même si c'est 30 minutes de jeu, ben, c'est ok. Tant que c'est fait en conscience, que c'est fait que pour lui, que c'est fait avec amour, ben, ça suffit. Et c'est pas grave si ce sera pas 3 heures comme d'habitude ou comme on aurait aimé.
Moi, notamment par rapport à ma fille, je culpabilisais du coup de ne pas avoir allaité, voire même de ne pas avoir envie d'allaiter à la base pendant ma grossesse, parce que j'avais allaité mon fils pendant 1 an. Du coup, je me suis dit, mince, je peux pas offrir la même chose à ma fille qu'à mon fils. Et ça, c'était source un petit peu comment dire, de frustration pour moi. Alors que bah, quand j'ai allaité les 2 premiers jours et qu'elle s'énervait au sein, etc., je me sentais frustrée, j'étais pas du tout apaisée par rapport à l'allaitement. J'ai même pas jamais pris de plaisir finalement durant ces premiers jours. Je me suis rendu compte quand j'ai donné le premier bibi que quel soulagement. Et c'était la meilleure décision à la fois pour moi que pour elle, parce que du coup j'étais voilà, beaucoup plus zen par rapport à ça. Euh, et du coup, ouais, je me rends compte que je me mets la pression des fois, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup plus pour mon premier, mais un peu encore aujourd'hui. On se met globalement la pression, je pense, en tant que femme, pour être une mère un peu parfaite, à faire les choses le mieux possible, à offrir le mieux possible. Et on a beaucoup de culpabilité, en fait, dans ces moments-là. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que euh, c'est pas forcément égalitaire et c'est pas possible d'offrir la même chose au même moment aux deux. Euh, mais à la fois, ben, on fait de notre mieux encore une fois. Et donc, il y a toujours un moment où ça s'équilibre. C'est-à-dire que, ok, j'ai pas allaité Athéna, mais par contre, j'ai allaité Eden 1 an. Ok, par contre, en dehors de ça, pardon, ben, Athéna, je la verrai tous les jours de ma vie, alors que Eden, je le vois qu'une semaine sur 2. Il y a beaucoup de temps où il passe loin de sa maman. Donc il y aura toujours des choses comme ça où finalement c'est pas égalitaire, c'est pas, on peut pas comparer. Mais au fond, le plus important, c'est qu'on fait de notre mieux au moment T, et on essaye de faire les choses ben, avec amour et pour préserver l'un ou pour apporter quelque chose à l'autre, en essayant de jongler un peu entre les deux. Et c'est pas forcément égal, mais par contre, on fait ce qu'on peut et on essaye d'être dans l'équité au maximum. Et dernière leçon qui j'espère parlera à toutes les mamans qui ont un jeune enfant. Et cette phrase, je l'ai entendue dans un podcast et dans une vidéo d'ailleurs de Charline Sage-Femme sur Instagram. Cette phrase dit ce n'est pas parce que tu galères que tu n'es pas en train d'y arriver. Et je pense que c'est la plus belle phrase qu'on peut entendre dans le postpartum. C'est-à-dire que il y aura des journées plus difficiles que d'autres. Il y aura des jours où tu es en colère, où tu as l'impression de galérer. Il y aura des jours où ton enfant pleure sans que tu saches pourquoi et pendant des heures, tu seras désemparé. Et en fait, t'as sûrement des fois l'impression de galérer. Ça veut pas dire que t'es pas en train de gérer comme une reine en fait, parce que ton enfant ben, vit des choses à travers ça, est en train de grandir, et en plus ça passera finalement. Donc tu peux relativiser. Euh, voilà, tu peux juste te dire que c'est ok. Et même dans ton couple aussi, par exemple, tu peux avoir l'impression que, je sais pas, t'es plus irritable, vous vous disputez plus souvent, des choses comme ça, pour vous dire, parce que je l'ai vécu. Euh, et il y aura d'autres jours où ce sera facile, en fait. Et même dans ce moment-là où t'es en colère, etc., moi, ce que j'essaie de me dire, c'est, ok, c'est dur, ok, on a des émotions qu'on n'arrive pas à gérer à ce moment-là, parce qu'on est fatigué, parce que ça pleure et du coup ça nous énerve intérieurement, mais je voudrais vivre ça avec personne d'autre qu'avec cet homme-là. Donc, au final, oui, c'est la galère, oui, c'est difficile, oui, c'est entre guillemets une épreuve, j'aimerais pas, non, j'aime pas ce mot, mais c'est une difficulté un petit peu dans le couple, mais euh, on veut le vivre ensemble, on est OK pour le vivre ensemble et ça contribue à peut-être nous renforcer et à faire en sorte que notre couple soit solide pour la suite, quoi. Donc, d'une certaine façon, on est quand même en train d'y arriver. Et voilà, du coup, je voulais juste vous laisser sur ces paroles-là parce que je pense que ça mérite réflexion et je trouve cette phrase vraiment trop jolie. Donc, globalement, si ça peut juste résumer cet épisode, de dire ok, peut-être que tu galères en ce moment, peut-être que c'est dur, mais t'es quand même en train d'y arriver et juste rappelle-toi à quel point t'es une badass et t'es trop forte si jamais t'es une maman
en galère durant ton postpartum, c'est ok et ça passera, promis, plus vite que prévu parce que, comme pour tout dans la vie, le temps apaise tout et je pense que c'est important de se le dire. Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je vis en ce moment avec le postpartum, etc. Je pense que les prochains épisodes seront à nouveau plus business, même si je sais que vous aimez beaucoup les épisodes de podcast un peu plus personnels. J'ai aussi des choses à vous dire sur le business, donc pourquoi pas recommencer à parler de ça bientôt. J'ai pas mal d'inspiration, j'ai lu pas mal de livres aussi là durant mon congé, donc vous inquiétez pas, j'ai de la ressource, je vais vous dire plein de choses bientôt. On se retrouve donc bientôt pour un prochain épisode de l'art de briller. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, bye.